Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'être au rendez-vous du journal sur la télévision togolaise. Voici les titres. Face au changement climatique et leurs conséquences sur notre environnement, des dispositions sont prises dans tous les secteurs pour parer à toute éventualité. Au Togo, des géniteurs volailles sont offerts aux agriculteurs vulnérables pour renforcer leur production. Et puis le Togo veut également parer à toute éventualité en matière de sécurité. Une opération de simulation de gestion de crise a été organisée ce matin à l'aéroport international Nyazingbe et Yadema. Vous découvrirez donc les images plus en détail dans ce journal. Voilà pour les titres. La boxe était à l'honneur ce mercredi au palais de la présidence de la République où le chef de l'État, Forest Zimna Nyazingbe, a reçu en audience Kwame Foli Kwega, alias Prince Lorenzo, le champion du monde togolais de boxe catégorie poids moyen. Après son sacre de vendredi dernier au palais des congrès de Lomé, est allé présenter ses différents prix et médailles au chef de l'État. Une véritable fierté nationale. Nous l'écoutons au sortir de l'audience au micro de Patrice Bocon. Pour remercier le chef de l'État pour son soutien personnel pour la réalisation de mon combat ici au Togo. Je lui ai présenté ma ceinture JBC que je viens de défendre et les autres ceintures que j'ai automatiquement gagnées. J'ai profité de l'occasion aussi pour lui souhaiter mes meilleurs vœux de fin d'année par un petit cadeau que je lui ai donné et aussi la ceinture VBU que je lui avais promis en 2011 lorsqu'il m'avait reçu. Il m'avait vraiment conseillé, il m'a dit de persévérer dans la boxe et d'atteindre d'autres titres mondiaux comme si. Donc je lui avais promis, si je gagne et je défends cette ceinture VBU, je vais lui en faire cadeau, mais je vais amener ici. Donc c'était aussi l'objet, je lui ai remis donc ces ceintures. Autre part, je lui ai dit que je me suis combattu, j'ai tout fait pour que le combat là, qui a eu maintenant lieu au Palais des Congrès, ait lieu parce que c'était censé avoir lieu en Russie ou bien en Amérique. Donc j'ai tout fait pour montrer quand même à la jeunesse togolaise que la réussite ou bien le succès est au bout de l'effort et que partout dans le monde, partout je serai, je combattrai et que je hausserai haut les couleurs du pays. Le ministre en charge de l'élevage a lancé officiellement cette semaine l'opération nationale d'acquisition et de distribution des géniteurs et plants à haute valeur économique. Le projet rentre dans le cadre du programme d'urgence de développement communautaire PUDC. Le gouvernement, par cette action, veut ainsi multiplier ses efforts en faveur du développement à la base. Sur place, la correspondance de Désiré à l'œil. La matérialisation du programme d'urgence de développement communautaire PUDC passe par des actions concrètes sur le terrain. Un appui des producteurs à la base pour déclencher le processus. Ici, c'est des géniteurs améliorés et les plans à haute valeur économique, l'autre volet du programme pour multiplier le rendement et améliorer la vie des ménages agricoles vulnérables. Objectif, renforcer la résilience face au changement climatique. Le ministre Urukura Agadazi, en charge de l'agriculture, lance l'opération d'acquisition et de distribution à Mango. Et donc nous sommes, je dirais même à la phase opérationnelle de ce vaste programme. Il est question de croiser les interventions de façon à obtenir au niveau de chaque localité une masse critique d'acteurs du développement agricole pour créer ce qu'on appelle les clusters ou bien les petites entreprises rurales. C'est dans cette optique que nous sommes venus remettre à titre symbolique pour lancer l'opération de grande envergure. 2500 producteurs vulnérables, dont 2000 dans les savanes et 100 dans la centrale, bénéficient des petits ruminants. 2000 ménages dans la Cara et 100 dans la centrale auront accès aux volailles. Pour les producteurs, c'est une période de vache grasse qui démarre. Nous remercions le chef de l'État pour avoir nous donné les géniteurs gratuits. Nous allons prendre soin des
des géniteurs et l'année à venir, nous allons livrer maintenant ces géniteurs à nos camarades qui n'ont pas pu bénéficier. Les moutons là vont produire, nous allons vendre et s'occuper de nos enfants. On remercie beaucoup le chef de l'État qui pense toujours à nous. Le projet lancé officiellement couvre dans sa première phase les régions des savanes Kara et centrales avec le soutien du FIDA, le PNUD et autres. La dégradation environnementale est réelle et beaucoup d'actions comme celle-ci viennent donner un espoir aux producteurs, surtout à la base, qui luttent contre le temps et la nature pour s'adapter. Toujours pour soutenir les producteurs, le ministre Agadazi a remis aux producteurs de la ZAP Mango une décortiqueuse du riz pour appuyer la mécanisation en cours. Dans la région de la Kara, donc, ce sont des aviculteurs qui ont été identifiés pour bénéficier de coques de poules pour l'élevage familial. Un projet du gouvernement en vue de renforcer ainsi leur résilience face aux effets des changements climatiques. Et c'est toujours le ministre en charge de l'élevage, le colonel Urokura Agadazi, qui a lancé le projet mardi à Ketao. Sur place, nous retrouvons Nestor Mozo. L'hostilité de plus en plus forte de la nature à cause des changements climatiques rend vulnérables les producteurs qui se retrouvent dans une seule filière. Pour accroître les chances de ceux-ci, le gouvernement a mis en place le projet Adaptation de la production agricole ADAPT, quatrième composante du projet d'appui au développement agricole au Togo. Cette composante se voit renforcée avec l'arrivée du programme d'urgence de développement communautaire. Le PUDC offre l'opportunité aux petits producteurs d'engager d'autres activités autour des filières classiques. Pour la région de la Kara, c'est la volaille qui a été retenue. Des producteurs ont été identifiés. Ils vont recevoir chacun un noyau composé d'un coq et de 4 poules. Ketao dans la Bina a été choisi pour le lancement de l'opération. Nous avons eu l'accompagnement technique du PNUD, du FIDA, pour sortir une liste des paysans qui ont été, je dirais même, recensés sur la base d'un certain nombre de paramètres. Donc il était question de leur fournir les noyaux d'élevage de volailles de façon qu'ils aient une autre source de revenus parallèlement à ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Donc pour le canton de Ketao, 400 producteurs ont été identifiés, tout comme dans les autres préfectures et cantons. Et nous avons lancé à partir d'aujourd'hui cette opération qui va couvrir les 7 préfectures en moins d'une semaine pour rendre disponibles ces géniteurs en milieu rural. Avec cette opération d'acquisition et de distribution de géniteurs améliorés, le Togo essaie de combler son déficit en produits carnés. Nous attendons d'ici un an que les bénéficiaires, les premiers, puissent mettre à disposition 2 noyaux de géniteurs à d'autres paysans qui n'ont pas eu. On veut faire de la région de la Kara une région productrice des poulets bicyclettes, comme on aime les appeler. Ça permettra de monter en échelle en termes de production, mais en même temps couvrir les besoins au niveau national et de déboucher vers la constitution des clusters ou bien des entreprises agricoles en région décentralisée. Avec le kit que M. le ministre nous a donné, nous allons produire ça davantage afin qu'on ait en quantité la production pour que d'autres en bénéficient de nous. 2500 ménages de la région de la Kara sont pris en compte par l'opération. Si l'expérience s'avère concluante, elle sera étendue à d'autres régions. Le rapport 2014 sur le développement humain est déjà disponible et fait l'objet de dissémination depuis ce matin à Lomé. Il porte essentiellement sur le monde industriel et artisanal des solutions à l'emploi. Le compte rendu ou le contenu de ce rapport avec Essorab Théouté. Le Togo a enregistré depuis quelques années une croissance économique qui malheureusement n'a pas créé beaucoup d'emplois selon le comité de pilotage du rapport national 2014 sur le développement humain. Et pourtant, les secteurs de l'industrie et de l'artisanat sont identifiés comme des secteurs à fort potentiel de création d'emplois par la SCAP, stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi. Quels ont été les obstacles et quelles sont les solutions à apporter? En reprenant l'étude sur les 2 secteurs dans ce rapport, le comité de pilotage veut y apporter des réponses. Le rapport a fait un état des lieux des 2 secteurs pour arriver à faire des recommandations concrètes. Comment on peut faire
en sorte que ces deux secteurs-là créent davantage de richesses nationales et créent d'emplois. Beaucoup d'entreprises qui émergent dans nos pays se plaignent de la pression fiscale. Donc il va falloir trouver un mécanisme d'accompagnement pour permettre, si vous voulez, à ce bébé-là de grandir véritablement. Ça, c'est le premier point d'entrée. L'autre, c'est un peu le dispositif de renforcement des capacités productives. Ce rapport ayant pour thème le monde industriel et artisanal, quelle solution à l'emploi, se veut une banque d'informations et de données utiles à tout acteur de développement. C'est fort de cela que sa dissémination s'impose pour que l'homme soit davantage mis au centre de tout projet pour l'atteinte des objectifs du développement durable. Relever les défis en matière de méconnaissance du Code des personnes et de la famille au Togo, c'est l'objectif du groupe de réflexion et d'action Femmes, Démocratie et Développement GF2D en initiant la formation des différents acteurs en matière de vulgarisation depuis hier. Les précisions avec Albertine Yakin. Instrument juridique méconnu du grand public togolais, le Code des personnes et de la famille existait depuis 1980. Après plusieurs années, les dispositions ont évolué. Des avancées très significatives ont été visibles à travers des réformes de 2001, 2012 et 2014. Pour donc appuyer les efforts du gouvernement, le groupe de réflexion et d'action Femmes, Démocratie et Développement compte former plusieurs acteurs pour vulgariser les informations. L'atelier vise donc à former les principaux acteurs, les responsables religieux, les responsables traditionnels, les acteurs de la société civile, de les former sur le contenu du code et eux, ils se feront également le devoir de vulgariser, de disséminer le contenu de ce code au sein de leur communauté respective. Dans l'ancien code, il est prévu que la femme qui refuse de se soumettre au rite de veuvage peut être déclarée indigne de succéder à son mari. Dans le nouveau code, cette disposition a été annulée. Donc la femme a le droit de refuser de se soumettre à ces rites de veuvage lorsque ces rites de veuvage portent atteinte à sa dignité. Libérer le potentiel des femmes à posséder leurs droits pour l'émergence du Togo, la ministre en charge de l'action sociale convie les acteurs de terrain à plus d'audace et d'ardeur. L'un des objectifs visés par ces réformes est de réduire autant que possible, dans la perspective de leur élimination, les discriminations basées sur le genre. Cet atelier de formation sur les réformes du Code des personnes et de la famille relative aux droits de la femme doit permettre aux différents acteurs de la société civile non seulement d'accroître leurs connaissances sur ces réformes, mais aussi de pouvoir les vulgariser au sein de la population. Pour garantir et promouvoir l'indépendance des femmes, le groupe de réflexion et d'action Femmes, Démocratie et Développement GF2D a axé cette formation de vulgarisation sur 4 volets à travers un guide juridique. Tout savoir sur la filiation et l'autorité parentale, les droits successoraux, le mariage et le divorce. Les professionnels des médias sont, eux, depuis ce matin à une session de sensibilisation et d'information sur l'accord de facilitation des échanges APE signé en 2013. Un accord qui vise à lever le voile sur les procédures douanières appliquées à l'importation, l'exportation et au transit. Ces journalistes, au sortir de cette formation, pourront relayer les informations au niveau des populations. Kwasi Glé, Carmen Madji, à Kakmo. Le commerce international joue un rôle important dans le développement économique des pays. Toutefois, ce secteur d'activité se trouve confronté à certaines difficultés telles que la non-maîtrise par les opérateurs économiques des réglementations en vigueur dans les pays, de leurs partenaires commerciaux et les procédures douanières appliquées aux marchandises, à l'import, à l'export et en transit. L'Organisation mondiale du commerce, OMC, a donc conclu un accord en 2013 à Bali, en Indonésie, pour faciliter les échanges. Les professionnels des médias sont ici informés sur cet accord et l'état d'avancement de sa mise en œuvre au Togo. Les explorateurs économiques ne sont pas très informés, malgré qu'il y a une formation à leur
intention. Que les journalistes maîtrisent d'abord l'accord, ses avantages, pour qu'ils puissent au moins reléguer l'information au niveau du grand public. Depuis la ratification de cet accord en octobre 2015 par le Togo, plusieurs actions ont été engagées par le gouvernement pour sa mise en œuvre. Il s'agit entre autres de la mise en place d'un comité national de facilitation des échanges. L'accord de facilitation des échanges de l'OMC entrera en vigueur lorsque les 2/3 des 164 pays membres de l'organisation, soit 110 pays, auront déposé leurs documents d'acceptation. C'est depuis 2 décennies que la Bourse régionale de valeurs mobilières BRVM existe dans tous les pays membres de l'UEMOA, dont le Togo. Un 20e anniversaire célébré du côté d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Mais le constat est qu'à ce jour, aucune entreprise togolaise n'est cotée en bourse. Ignorance, manque d'informations, les causes sont multiples. Esther Laclé nous en fait le point. Depuis le 8 août dernier, les services d'information boursière de la BRVM sont disponibles sur les téléphones portables. Info BRVM illustre à suffisance l'une des missions fondamentales de l'institution financière qui est la diffusion de la culture boursière au sein de l'UEMOA. Malgré toutes ces initiatives, le Togo fait partie des pays encore à la traîne. Aucune de ces entreprises n'est cotée en bourse. Il y a des conditions pour que les entreprises puissent être listées. Et il faut que, justement, le gouvernement, qui en est le principal propriétaire, accepte de mettre sur ce marché au moins 20% du capital de la société. Toutes ces conditions n'ont pas souvent été mais dans des pays comme le Togo, le Niger, etc. Et donc, l'effort que nous devons faire tous ensemble, c'est d'abord un effort au niveau des gouvernements pour que les entreprises publiques, qui sont les premières candidates à ce marché, soient mieux gérées et que nous acceptions en tant que gouvernement de les céder au secteur privé et en particulier au secteur privé par l'intermédiaire de cette bourse. Être coté en bourse permet pourtant à une entreprise d'accéder au marché de capitaux pour lever des fonds et financer ainsi son développement. La bourse n'apporte pas seulement du financement. La bourse apporte également un marché et la bourse apporte le financement dans les meilleures conditions que, je vais dire, l'ensemble des financements auxquels nos États ont recouru jusqu'à maintenant. Ce qui manque, c'est véritablement de monter des projets structurants et de se faire financer de façon optimale. Aujourd'hui, le premier réflexe de nos États, lorsqu'il y a un projet à développer, c'est de courir voir le modèle traditionnel de financement, sachant que, notamment dans notre région ici, nous disposons d'un outil puissant qu'est la bourse, qui est une bourse parfaitement intégrée, qui est une bourse qui est internationale, qui fonctionne suivant les standards internationaux et qui vient d'être récemment, en novembre dernier, inscrit au niveau de l'indice MSCI Frontier Market. Ceci signifie que, désormais, notre marché est accessible à tous les investisseurs à travers le monde. Tous les investisseurs de qualité internationaux peuvent avoir accès à nos actifs en passant par la BRVM. La BRVM a été créée pour une mission précise, mobiliser les ressources pour le financement du développement des pays de l'UEMOA. Elle a réalisé une performance historique en se hissant au premier rang des bourses africaines en termes de progression de son indice en 2015. Elle fait partie des 27 bourses existantes en Afrique. 2000 entreprises sont cotées en bourse sur le continent, dont une quarantaine pour la zone UEMOA. Les agressions terroristes et menaces de tout genre n'épargnent aucun pays ces derniers temps et la situation appelle tous les États à renforcer leurs mécanismes de gestion de crise. Ce mercredi, c'est à l'aéroport international Gnassingbé-Eyadema de Lomé qu'une opération de simulation de prise d'otages par des terroristes a été organisée. Augustin Kossi nous en fait le récit. Simulation d'attaque terroriste avec prise d'otages à l'aéroport international Gnassingbé-Eyadema. La riposte se met en branle. Au centre directeur des opérations d'urgence, la cellule de gestion de crise s'organise.
On entre en contact avec les ravisseurs qui d'ailleurs exigent la libération immédiate des leurs qui ont été faits prisonniers au risque de faire sauter l'immeuble. Actuellement, nous sommes en négociation avec vos autorités. Une heure plus tard, la bombe est désamorcée et une partie des passagers libérés. L'équipe de négociation d'otages a fait notre point à 7h45. Cette fois-ci, ils sont devenus plus exigeants. Ils nous avaient donné 2 heures, mais ils disent non. Maintenant, ils ont ramené ça à 30 minutes. Dans 30 minutes, si rien n'est fait, ils vont massacrer tout le monde. Ils ont demandé à ce qu'ils puissent libérer, de libérer au moins les enfants, les femmes. Et ils ont accepté uniquement de libérer une personne malade. Bien, Bien, on va libérer. Pendant ce temps, les autorités aéroportuaires et des responsables des compagnies aériennes suivent en direct l'exercice dans le salon VIP de l'aéroport. Puis l'intransigeance des assaillants, les forces républicaines passent à l'assaut. Une intervention armée qui a permis de neutraliser les 3 terroristes et de libérer les otages. On n'improvise rien. On a un plan de gestion de crise. Et c'est avec ce plan de gestion de crise que chacun a déployé ses compétences. Et vous avez vu que je peux vous assurer que l'aéroport est sûr et sécurisé. Cet exercice s'effectue de façon périodique pour renforcer le plan national de gestion de crise aéroportuaire, tester la capacité opérationnelle des forces de défense et de sécurité afin de mieux se positionner pour lutter efficacement contre d'éventuelles menaces. Le ministre en charge de l'enseignement supérieur, Octave Nikoé-Broum, était en visite ce mercredi à l'école supérieure des affaires ESA. Cette visite se situe dans le contexte du suivi après les contrôles effectués dans les établissements privés d'enseignement supérieur. L'ESA, quant à elle, est classée parmi les écoles supérieures de qualité. Ramdan Bassina. La visite du ministre Octave Nikoé-Broum à l'école supérieure des affaires ESA fait suite au contrôle effectué dans les établissements privés d'enseignement supérieur. L'ESA, après contrôle, a été classée dans la catégorie A, celle des écoles de qualité. Cette visite donc est un signe d'encouragement et un appel à redoubler d'efforts et à maintenir le cap. Le ministre qui est arrivé chez nous, ça nous donne beaucoup d'encouragement. Je pense que c'est une journée historique pour l'école supérieure des affaires qui a accueilli aujourd'hui le ministre de l'enseignement supérieur. C'est un encouragement après l'évaluation qui nous a été faite comme institution de bonne qualité. C'est un encouragement à mieux faire, à continuer dans la bonne voie. Et à l'endroit des étudiants, je pense qu'il leur a dit de travailler pour être parmi les meilleurs, pour être utile à la nation. Face au corps enseignant et aux étudiants, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a insisté sur le respect de l'éthique et de la déontologie, la culture de l'excellence. Et face aux exigences du marché de l'emploi, le développement d'un leadership des établissements est une nécessité. Le gouvernement s'est engagé dans des réformes aussi bien dans le public que dans le privé concernant l'enseignement supérieur. Il importe de voir ce qui se fait sur le terrain. D'autant qu'après les différents contrôles, cette école supérieure des affaires ESA, a été classée comme école de bonne qualité. Nous sommes venus constater par nous-mêmes les différents éléments de ce classement et encourager les promoteurs, les enseignants à aller de l'avant, encourager la jeunesse estudiantine qui est là à donner le meilleur d'elle-même pour faire en sorte que l'éducation de qualité que nous recherchons soit à chaque fois au rendez-vous. L'école supérieure des affaires ESA compte environ 4000 étudiants. Elle forme en master, doctorat, BT, BTS dans les filières variées et ces diplômes sont reconnus par le CAMES et l'État togolais.
On en vient à la situation en République démocratique du Congo. Le calme semble être revenu aujourd'hui après une journée émaillée de violence à Kinshasa et dans plusieurs grandes villes du pays hier. Selon les Nations Unies, la répression aurait fait au moins 19 morts et 45 blessés. Cela faisait des jours que ses habitants n'osaient plus sortir de chez eux. Ce matin à Kinshasa, certains reprennent leurs habitudes. Sur leurs pas, ce qu'il reste des affrontements de la veille entre manifestants et forces de l'ordre. S'il n'y avait pas eu autant de violence, nous aurions fait grève pendant une semaine. Nous sommes sortis aujourd'hui, mais beaucoup ont préféré rester chez eux. Malgré les manifestations, le président Joseph Kabila reste ferme. Il entend rester au pouvoir jusqu'en 2018, date des prochaines élections. Mais pour ses opposants, pas question de reconnaître sa légitimité, ni celle du nouveau gouvernement, nommé à quelques minutes de la fin de son mandat lundi dernier. Réunis aujourd'hui à Kinshasa, des membres de la conférence épiscopale nationale du Congo lancent un ultimatum aux politiques. Une sortie de crise doit être trouvée avant Noël. Le peuple congolais a les yeux rivés sur la Cinco et sur vous, en attente d'un compromis entre acteurs politiques et leaders des organisations de la société civile. Les évêques demandent également une enquête indépendante sur les événements des derniers jours. D'après un dernier bilan provisoire de l'ONU, les violences ont fait au moins 19 morts et une quarantaine de blessés. Plus de 110 personnes ont-elles été arrêtées. Retour en page nationale avec cette annonce. La Banque d'investissement de développement de la CEDEAO BIDC se porte à merveille. L'information a été rendue publique aujourd'hui au cours des travaux du conseil d'administration qui s'est réuni pour la 52e fois. Les membres du dit conseil d'administration ont saisi l'occasion pour adopter, en plus du budget pour le compte de l'année 2017, 2 projets. Le compte rendu avec Komo Poyote. Tradition respectée, le conseil d'administration de la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO BIDC a tenu sa réunion ordinaire, la 52e du genre. Une seule préoccupation, comment œuvrer pour le meilleur devenir des États membres de la dite institution bancaire. La rencontre de ce jour a permis l'adoption du budget pour le compte de l'année 2017. 2 projets ont été également adoptés au bénéfice des républiques du Bénin et du Burkina Faso. The 52nd session, and it's basically the budget session of the board. And the board today approved the 2017. Le conseil s'est réuni et a adopté le budget 2017 pour la banque. Il y a eu également l'adoption de 2 projets pour la banque et l'examen des rapports des comités ad hoc qui sont réunis, le comité audit et le comité ressources humaines. Donc, comme je l'ai dit, c'est le budget annuel pour le financement des secteurs de nos activités au cours de l'année. Le montant total du budget approuvé s'élève à environ 26 millions d'unités de compte, dont 24 millions pour les dépenses d'exploitation et 2 millions pour les dépenses d'équipement. Il y a également des estimations pour plusieurs projets qui seront faits au cours des 12 mois à venir, à compter du mois de janvier. La liste est disponible, on peut la mettre à votre disposition. En ce qui concerne les projets qui ont été approuvés aujourd'hui, il y a le projet de Maria Greta au Bénin. Et puis en plus, il y a le projet, la demande de participation de la BIDC au capital de Fédélis Burkina Faso, qui a été approuvé par le conseil d'administration. C'est aussi l'heure de faire le bilan des actions menées au cours de l'année en cours d'achèvement. Selon les membres du conseil d'administration, la BIDC se porte très bien en dépit de quelques difficultés pour financer certains projets. La banque se porte très bien en ce qui concerne le financement des projets, la rentabilité et puis les profits. On ne sait pas la banque. Maintenant, la banque est confrontée également aux difficultés qu'on connaît, les difficultés d'ordre général sur le plan international, relatives au financement, à la mobilisation des ressources financières, notamment en ce qui concerne les ressources concessionnelles pour le financement des projets dans le secteur public dans les pays membres. Donc, nous cherchons des ressources pour pouvoir financer le secteur public, le secteur privé et puis le secteur public marchand, ce qu'on appelle les PPP. Concessional resources, the public merchant, what we call the PPP sectors. Le conseil d'administration s'est félicité de l'accueil légendaire des autorités togolaises. Accueil qui a permis le bon déroulement de ces travaux.
On a toujours connu des reines de beauté filiformes avec des mensurations dites de rêve. Eh bien, pour les concepteurs de Miss Ronde, la beauté de la femme togolaise ou africaine réside plutôt dans ses formes généreuses et plantureuses. Et c'est selon ces critères, justement, que Espoir Tchandikou a été sacrée Miss Ronde 2016, samedi dernier, pour le bonheur des femmes fortes. Le compte rendu de la soirée avec Lucassi. Du haut de ses 1,58 m pour 117 kg, Icho Espoir Tchandikou est consacrée Miss Ronde Togo 2016. 10 candidates au départ pour cette deuxième édition avec un abandon à la dernière minute. La Miss a su tirer son épingle du jeu à l'issue des 5 phases qu'a connu la compétition. Tout a commencé par un bain de foule, ensuite les étapes de questions-réponses, les sorties en tenue de vérité et traditionnelles pour la mise en valeur de leur rondeur. Je suis très émue et je suis très heureuse d'être élue durant mon mandat. J'ai dit au public que je créerai une ligne de vêtements pour toutes les femmes rondes d'ici et d'ailleurs. Et je vais tenir ma parole. 4 heures, c'est le temps qu'il a fallu aux membres du jury et aux spectateurs pour savourer ce spectacle riche en musique et en couleurs, puis contempler et noter la forme, l'expression, la beauté et le niveau de culture générale des candidates. J'ai aimé le show, vraiment, le show, ça a été waouh quoi. Le choix du jury, je ne le saurais le dire, hein. C'est des gens qui ont bien fait le choix et ce qui me plaît beaucoup, c'est mon numéro qu'ils ont choisi. Bon boulot à l'organisateur, c'est pas facile. Les Miss, particulièrement, oui, parce que ma maman, elle est ronde, ma tante, elle est la Miss, et je suis content. Pour les promoteurs de cet événement, le bilan est positif. Déjà, il faut voir le nombre de personnes qui a fait le déplacement ce soir, ce qui n'a pas été le cas l'année passée. Le message est passé. Le message, c'est que plus jamais, on ne fait plus de discrimination quand on parlera de la beauté féminine. Âgée de 24 ans et titulaire d'un BTS en secrétariat commercial bilingue, la Miss Ronde 2016 est entourée de 2 dauphines. Ce concours de beauté reste ouvert pour les éditions à venir à toutes les filles rondes de 18 à 35 ans et de plus de 80 kilos. L'ambiance des fêtes de fin d'année, elle est présente depuis plusieurs jours déjà. Et après le Palais Royal à Classou hier, c'est au tour de Bekpota d'accueillir l'équipe de Les Enfants en fête. C'est une caravane couplée d'émissions organisées par la télévision togolaise dans le cadre justement de ces fêtes de fin d'année. Et c'est noté que cette manifestation se poursuit jusqu'au 30 décembre prochain. Je vous laisse découvrir quelques séquences de l'ambiance de cet après-midi du côté de Bekpota. Nous sommes déjà dans quel quartier, Tata Joël? Nous sommes dans quel quartier ici? À Bekpota. Nous sommes à Bekpota. On applaudit pour tous ceux qui sont à Bekpota. Et voilà la bonne ambiance, l'ambiance de fête qui se poursuit. Et ainsi se referme cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi un peu partout grâce à la télévision togolaise. Et Dem Susukwa vous donne rendez-vous à 22h30 pour la dernière édition du journal. Et on se quitte toujours dans l'ambiance des fêtes sur ces images de décoration, les décorations de Lomé en fête, des décorations à découvrir à Lomé en pleine nuit. Fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Au revoir. Stay
Joël.